Bonjour et bienvenue donc dans le premier cours qui va concerner aujourd'hui les alcools. Alors l'objectif c'est pas d'être exhaustif sur toute la réactivité que peuvent avoir les alcools en chimie organique, mais juste présenter quelques outils qui vont vous permettre de comprendre la totalité, du moins une grande partie des choses qui vont pouvoir vous être demandées. Et donc une fois que vous aurez tous ces outils en main, ensuite vous pourrez l'adapter à toute une panoplie de réactions. On va en voir juste quelques-unes ensemble, et bien sûr vous pourrez l'adapter parce qu'une fois qu'on a vu donc les bases de la réactivité d'alcool, eh bien on peut adapter ça donc en chimie organique dans tous les mécanismes qu'on va rencontrer. Donc les alcools, c'est quoi? C'est un composé qui a une liaison oxygène-hydrogène. Donc cette liaison-là, sur cet oxygène, qui est lui-même relié à un atome de carbone. Alors attention, si je donne juste ça comme définition, c'est pas suffisant. On fera attention à différencier les acides carboxyliques, qui eux ont également ici une liaison oxygène-hydrogène, mais le carbone ici, il y a une double liaison carbone-oxygène, on a ici une fonction acide carboxylique qui n'est donc pas une fonction alcool. Alors, quelques caractéristiques des alcools, eh bien déjà, ils ont la possibilité de faire des liaisons hydrogène, étant donné qu'ils ont un atome d'hydrogène, ici relié à un atome très électronégatif, qui est l'atome d'oxygène. Cette différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène confère une certaine polarité, donc déjà à la liaison, éventuellement à la molécule, si la molécule n'est pas trop grande, et donc également une proticité, dans la mesure où cet hydrogène va pouvoir partir facilement. Enfin, en spectre infrarouge, on peut les reconnaître très facilement parce que la vibration de la liaison oxygène-hydrogène sort vers 3300 cm-1 sous une bande très très large qu'on appelle des fois patate alcoolique. Donc une bande très large vers 3300 cm-1 vous dit qu'il y aura une liaison oxygène-hydrogène présente donc dans la molécule. Les alcools sont très présents à l'état naturel. On peut citer par exemple le linalol, qui est présent dans l'huile essentielle de lavande, ou encore l'alcool cinnamique, qui est présent dans les feuilles de cannelle. Les alcools se retrouvent également beaucoup dans la vie de tous les jours, comme par exemple le glycérol, qui est utilisé dans les médicaments, ou encore dans les solutions hydroalcooliques. Mais l'alcool que l'on rencontre le plus souvent, et qui est présent dans toutes les boissons dites alcoolisées, c'est bien sûr l'éthanol. Si on étudie du coup un peu la réactivité des alcools en prenant l'exemple de l'éthanol, la première réactivité que l'on va étudier est la réactivité nucléophile. L'atome d'oxygène ici est un nucléophile puisqu'il a deux doublés non liants et donc il portera une charge partielle delta-. Il y a aussi une part du coup d'électrophilie. La différence d'électronégativité entre carbone et oxygène donc place non seulement une charge partielle delta- ici sur l'atome d'oxygène, mais également une charge partielle delta+ sur l'atome de carbone qui va donc pouvoir réagir comme un électrophile. C'est donc également un acide de Bronsted, vu qu'ici on a un atome d'hydrogène qui va pouvoir partir assez facilement, ce dont on vient de parler, avec un pK donc de l'ordre de 16, si on prend ici l'exemple du méthanol, donc le pK du couple méthanol-ion méthanolate, où on a perdu l'atome d'oxygène, ici le pK est de l'ordre de 16. Enfin, acide de Bronsted, mais également base de Bronsted, puisque l'oxygène ici, qui a deux doublés non liants, peut se comporter comme une base, avec un pK, cette fois-ci correspondant au couple représenté ici, avec un pK de -2. Donc l'oxygène peut récupérer un proton H+, pour former donc cet ion chargé positivement avec un pK de -2. Voilà pour la réactivité. On va maintenant utiliser cette réactivité et voir quelques réactions avec les alcools. Dans un premier temps, on va parler d'activation de fonction, activation nucléophile. La réactivité est rappelée ici. On a nucléophile, électrophile, acide de Bronsted et base de Bronsted. On va regarder du coup cette nucléophilie par l'atome d'oxygène. C'est l'atome d'oxygène qui porte cette charge delta-, c'est l'atome d'oxygène qui est nucléophile. La nucléophilie des alcools est certaine, mais on peut encore l'augmenter si on déprotonne ici cet atome d'hydrogène. C'est l'exemple de la synthèse de Williamson. La synthèse de Williamson, présentée ici, est une synthèse en deux étapes. Dans la première étape, on a ici l'alcool, soumis à une base très forte, NaH, puis ensuite mis en présence de ce dérivé halogéné, cet halogénoalcane, pour donner un hétéroxyde à partir de l'alcool. Donc voilà, ça c'est un exemple classique de la synthèse de Williamson. Regardons de plus près le mécanisme et notamment la première étape. Donc qu'est-ce qui se passe dans la première étape? On a un alcool ici, pK de l'ordre de 16 pour la déprotonation, avec une base forte, NaH, il est constitué donc de l'ion Na+, sodium, et H-, ion hydrure, qui est une base forte avec un pK de l'ordre de 40.
Cette base forte va pouvoir venir déprotoner et de l'éthanol, on passe à l'ion éthanolate qui présente donc un oxygène chargé négativement avec 3 doublés non liants. Et bien là, on a réussi dans la première étape à augmenter la nucléophilie de l'oxygène. Pourquoi? Ici, on a un oxygène avec 2 doublés non liants non chargés. Ici, on a un oxygène avec 3 doublés non liants et une charge négative. Donc ici, l'ion éthanolate est un bien meilleur nucléophile. Ce nucléophile est donc lui assez puissant pour pouvoir donc attaquer un site électrophile et notamment ici un site électrophile donc sur un atome de carbone. Alors si on regarde encore un peu le mécanisme, on peut avoir des réactions de type SN1 ou SN2. Par contre, ici, du coup, vu qu'on a un dérivé halogéné, donc qui pourrait faire de la mésomérie si on passait au carbocation, ici on pense bien qu'on a de la mésomérie possible à travers donc le cycle aromatique. On a un mécanisme de type SN1, on passe par un carbocation, on a un bon électrophile, on a un très bon nucléophile, on vient d'augmenter sa nucléophilie, alors on peut avoir une réaction, donc l'addition de nucléophiles pour obtenir l'hétéroxyde ici. L'interprétation, voilà, c'est que l'alcoolate est un bien meilleur nucléophile. Il est chargé négativement, il a 3 doublés non liants, c'est un meilleur nucléophile qu'une espèce non chargée avec 2 doublés non liants. Le problème, c'est que, on a bien vu dans la réactivité, on a un bon nucléophile qui est également une base de Bronsted. Et ben, on peut avoir une compétition entre j'agis comme un nucléophile ou j'agis comme une base, sachant que l'alcoolate est un très bon nucléophile, c'est également une bonne base. On peut avoir une compétition de substitution nucléophile ou d'élimination avec un halogénoalcane tertiaire. L'activation électrophile maintenant. Le carbone ici présente encore une fois une certaine électrophilie. Par contre, on peut encore augmenter cette électrophilie. Comment? Eh bien, tout d'abord, première étape, par protonation de l'atome d'oxygène. Le bilan est très simple. L'oxygène ici récupère un atome d'hydrogène et on obtient donc 7 ions chargés positivement. Le mécanisme, encore une fois très simple, un doublé non liant de l'atome d'oxygène qui va récupérer l'atome d'hydrogène et on obtient donc le composé, un ion chargé positivement ici, donc l'oxygène chargé positivement. L'oxygène chargé positivement, ça lui plaît pas des masses. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, il peut se passer que ce groupe-là peut se détacher. Et si le groupe-là se détache, qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, on va obtenir ici un carbone avec une lacune électronique et une charge plus, qui est donc très électrophile. L'interprétation, c'est donc que ce groupe-là est un bien meilleur groupe partant que si on avait gardé uniquement un OH. Hein. Ici, on pourrait relâcher dans le milieu une molécule d'eau, alors qu'ici, on pourrait relâcher dans le milieu qu'un ion HO-. La molécule d'eau étant bien stable, on peut la relâcher facilement. Du coup, ceci est un bien meilleur groupe partant que ceci, et donc ce qui veut dire que le carbone-là est maintenant plus électrophile dans cette molécule que dans cette molécule. Autre possibilité pour augmenter l'électrophilie de ce carbone, c'est la sulfonation. On peut former des esters sulfoniques. Voilà le bilan. Ici, on obtient ce qu'on appelle un ester sulfonique, donc proche de l'ester mais avec un atome d'oxygène. Le soufre, avec un atome de soufre, pardon. Le soufre faisant 2 doubles liaisons soufre-oxygène, on obtient donc ce composé. Voyons le mécanisme d'un peu plus près. On a donc ici encore une fois l'alcool avec ses 2 doublés non liants nucléophiles qui vont pouvoir réagir sur le site électrophile qui est l'atome de soufre. Le soufre étant moins électronégatif que les atomes d'oxygène, ils ont une charge partielle delta plus et les oxygènes une charge partielle delta moins. L'oxygène nucléophile attaque donc le soufre électrophile. Qu'est-ce qui se passe? Le soufre, il peut être hypervalent, mais il peut pas dépasser l'hexavalence. Il a déjà 6 liaisons ici, on va pas lui en former 7. C'est-à-dire que la liaison soufre-oxygène double va se transformer en liaison simple, l'oxygène allant donc récupérer un des doublés de la double liaison. On obtient cette espèce. Par contre, ici, l'oxygène, lui, va décider de reformer la double liaison. Il reforme la double liaison. Par contre, encore une fois, le soufre ne peut pas dépasser 6 liaisons. C'est donc le chlore qui, plutôt bon groupe partant, va pouvoir partir. On relâche un ion chlorure dans le milieu et on obtient ce composé présent ici. Ce composé présent ici va encore pouvoir lui réagir. Comment? Eh bien, tout simplement, l'oxygène portant une charge plus, c'est pas super bien. Donc l'hydrogène ici, le proton H+ va pouvoir partir, l'oxygène va récupérer son doublé qui n'est rien qu'à lui, et donc en relâchant H+ dans le milieu, et on obtient ici la formation de l'ester sulfonique. L'interprétation, pourquoi est-ce qu'on a augmenté cette électrophilie du carbone? Les sulfonates sont des très bons groupes partants car ils sont stabilisés par mésomérie. La partie ester sulfonique, imaginons que cette partie
soit relâché dans le milieu. Ça repart, on obtient cet ion-là. Et bien cet ion-là, il présente 3 oxygènes ici qui sont rigoureusement équivalents par formation de formes mésomères. 3 formes mésomères différentes, donc où les 3 atomes d'oxygène ont des rôles équivalents. Et vous savez que plus il y a de formes mésomères, plus la molécule est stable, et donc cette molécule-là, enfin cet ion, va être très stable dans le milieu. Si l'ion est très stable, ça signifie que c'est un très bon groupe partant, et donc que cette partie de la molécule va vouloir partir facilement. Si le groupe partant est un très bon groupe partant, eh bien le carbone qui porte ce groupe partant est un très bon électrophile. On a donc augmenté l'électrophilie du carbone ici, par formation d'un ester sulfonique. La protection de fonction maintenant. On a dit l'oxygène, l'hydrogène, la fonction alcool, tout ça c'est très réactif. Même le carbone, tout ça c'est très réactif. On a une nucléophilie, une électrophilie, une acidité de Bronsted, une basicité de Bronsted. Donc pour réagir, c'est très bien, mais des fois on n'a pas envie que ça réagisse. C'est très réactif, mais nous on veut pas que ça réagisse. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir protéger la fonction. Et le premier exemple, c'est la protection par formation d'un hétéroxyde benzylique. Je reprends l'exemple de la synthèse de Williamson, dont on a parlé précédemment, qui est un très bon exemple pour expliquer cette protection de fonction. Le mécanisme que l'on avait vu tout à l'heure était un mécanisme en 2 étapes, avec ici une base force qui allait pouvoir déprotoner l'alcool, qui avait un pK donc de 16 pour former l'alcoolate. Une fois qu'on avait l'alcoolate, on avait un mécanisme SN1 ou SN2 en fonction du substrat. Ici SN1 parce que le carbocation est stabilisé par mésomérie. Et on avait la formation d'un éther-oxyde. Ici, éther-oxyde benzylique, vu qu'on a ici un groupement benzylique. L'interprétation, c'est que ces éthers benzyliques sont très stables et très peu réactifs. On avait un alcool qui, lui, est très réactif et on forme un éther-oxyde qui est très peu réactif. Ce qui fait que si ensuite vous voulez toucher d'autres fonctions d'une très grande molécule, avec un alcool, vous n'auriez pas forcément pu, parce que peut-être que c'est l'alcool qui réagit. Avec un hétéroxyde benzylique, et ben, cet hétéroxyde benzylique va lui pouvoir par contre ne pas réagir et vous allez donc pouvoir attaquer d'autres parties de la molécule, donc ce qui vous aurait intéressé. Par contre, une fois qu'on a protégé une fonction, il va falloir à un moment pouvoir déprotéger la fonction, sinon on a juste changé la molécule. Donc la déprotection correspond au passage de cet hétéroxyde benzylique, donc qui est en fait un alcool protégé, pour régénérer l'alcool de départ. Eh bien, il y a 2 possibilités pour faire ça. Soit on met du dihydrogène en présence d'un catalyseur solide comme du palladium, ça se fait très bien. Vous avez les 2 hydrogènes qui vont se mettre de part et d'autre de cette liaison, et donc on régénère du toluène et l'alcool de départ. On a retrouvé donc la fonction de départ. Autre possibilité, c'est de mettre du bromure d'hydrogène, et donc là encore, on va avoir la coupure de cette liaison pour régénérer l'alcool de départ, et cette fois-ci du bromotoluène. Les 2 mécanismes correspondant à ces 2 réactions ne sont pas à connaître, mais les 2 bilans sont à connaître. C'est-à-dire que si vous voyez un hétéroxyde benzylique en présence de H2 et de palladium ou de HBr, eh bien, il faut penser qu'on va avoir la coupure de cette liaison et qu'on va régénérer un alcool de départ. On a pu donc protéger un alcool, c'est-à-dire qu'on a masqué cette fonction pendant quelques réactions, et le déprotéger, on a régénéré cette fonction donc en fin de réaction. La dernière réactivité que l'on va voir avec les alcools, c'est l'oxydation. Alors pour les alcools tertiaires, donc un carbone ici qui apporte la fonction donc alcool et qui voit également 3 autres chaînes carbonées, il n'y a pas d'oxydation. Si vous voulez voir de manière très schématique oxydation pour les alcools, vous voyez on augmente le nombre de liaisons carbone-oxygène. Et ben c'est pas possible d'augmenter le nombre de liaisons ici sur cet atome de carbone, car il y en a déjà 4, on va pas lui en mettre 5. Par contre, pour les alcools secondaires, on peut oxyder en cétone. Alcool ici carbone qui va avoir 2 chaînes carbonées, alcool secondaire. On peut donc passer d'une liaison simple carbone-oxygène à une liaison double carbone-oxygène. Il suffit de perdre l'hydrogène qui est présent ici, l'hydrogène qui est présent ici, on obtient donc une cétone. Pour les alcools primaires, on peut oxyder de 2 manières, soit en aldéhyde, soit en acide carboxylique. Alors comment? Eh bien, tout d'abord, en aldéhyde, il suffit donc de passer d'une liaison simple ici à une liaison double. Et on s'arrête là. En acide carboxylique, par contre, on va encore gagner une liaison carbone-oxygène ici. Donc, obtenir un carbone qui va être au degré d'oxydation plus 3, car 3 liaisons avec des atomes d'oxygène. Comment savoir si on s'arrête à l'aldéhyde ou si on va jusqu'à l'acide carboxylique? Acide carboxylique, c'est en milieu aqueux. Donc, si vous avez de l'eau dans votre oxydant, vous allez forcément obtenir l'acide carboxylique. Si par contre, il n'y a pas d'eau,
Dans ce cas, on va s'arrêter à l'aldéhyde. Le méthanol, c'est très proche de l'alcool primaire, c'est-à-dire qu'on peut l'oxyder en méthanal, donc sorte d'aldéhyde, ou en acide méthanoïque, l'acide carboxylique, ou encore en dioxyde de carbone en milieu aqueux. Donc là encore, si on n'a pas d'eau, on va s'arrêter donc au méthanal. Si on est en présence d'eau, on va plutôt tendre vers l'acide carboxylique ou le dioxyde de carbone. Donc pour ces oxydations, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'alcool et on lui a mis un oxydant. Quels sont les oxydants très classiques à connaître? MnO4-, CR2O7-, CrO3. Donc si vous avez l'ion permanganate en milieu acide, c'est un oxydant très puissant. L'ion dichromate en milieu acide, c'est un oxydant très puissant. Le trioxyde de chrome, c'est un oxydant également très puissant. Si je prends l'exemple de ce dernier, le trioxyde de chrome, c'est un très bon exemple car on peut l'avoir en milieu acide sulfurique, présence d'eau. Dans ce cas, on va oxyder plutôt en acide carboxylique. Ou alors, on peut l'avoir dans la pyridine qui va être un solvant organique. Si on l'a dans la pyridine, il n'y a pas d'eau et dans ce cas, on va s'arrêter donc à l'aldéhyde. Si vous avez un alcool primaire et que vous mettez CrO3, eh bien, il va bien falloir regarder si c'est avec H2SO4 ou avec la pyridine, s'il y a de l'eau ou s'il n'y a pas d'eau pour savoir si on va jusqu'à l'acide carboxylique ou si on s'arrête à l'aldéhyde. Voilà pour le cours sur les alcools. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et sinon, à bientôt donc pour la prochaine vidéo. Merci. Bon, je vous laisse. Faut que j'aille étudier les alcools d'un peu plus près. Les alcools sont à étudier avec modération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site mangerbosser.com.